Bonsoir à tous et à toutes, heureux de vous retrouver sur les antennes de la 3. Allez, on y va pour les détails de notre sommaire. Sommaire. Au menu de la grande team, LGT News, NBA, LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire, on en parle. Sans oublier la Ligue 2 avec la nouvelle défaite pour l'Africa Sport d'Abidjan. Bonne soirée sur la 3. L'Africa Sport d'Abidjan est tombé en championnat hier mercredi face à l'EFIM 1-0 alors que le club semblait bien lancé sur la fin de la phase allée du championnat. Et ce soir, avec cette nouvelle défaite, l'Africa a-t-il compromis ses chances de monter en Ligue 1? On en parle. C'est notre question LGT, plus 225 27 21 59 93 99. Vous avez également la possibilité de nous laisser un petit commentaire sur la page Facebook de la 3. Je reprends la question LGT pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Avec cette nouvelle défaite, l'Africa a-t-il compromis ses chances de monter en Ligue 1? Les dernières infos de la planète sport dans LGT News. Nous démarrons la série des news de ce jeudi avec du handball. Aboubacar Karaboué va faire son bilan. La Fédération ivoirienne de handball dirigée par Dr Aboubacar Karaboué sera en assemblée générale samedi prochain à la salle de réunion du Parc des Sports de Treichville. Au cours de ces assises, le patron du handball ivoirien profitera pour dresser le bilan moral et financier de l'exercice 2022. Aussi, profitera-t-il de cette lucarne pour annoncer les perspectives de sa fédération pour le compte de l'année 2023. À noter que seuls les présidents de clubs et les présidents de pôles de développement auront accès à cette assemblée générale. Le basketball ivoirien en attraction le week-end prochain. La fédération lance le Event Day. La fédération ivoirienne de basketball continue d'innover pour promouvoir de plus en plus cette discipline. Première innovation de taille cette année, là que des prestations artistiques seront au menu. Le sport mécanique pour tous les férus de cette discipline sportive. On connaît les dates de la 49e édition du Rallye Bandama. Le Rallye Bandama aura lieu dans la capitale politique ivoirienne, à savoir Yamoussoukro. Pour cette 49e édition, les participants auront 3 jours de compétition, les 24, 25 et 26 février prochains. La saison dernière, le rallye a été remporté par le duo zambien Gomez-Gabriel Leroy, Gomez-Ouchla Garcia. Annoncé sur le départ, Gary et les autres pilotes ivoiriens auront à cœur de prendre leur revanche sur l'équipage étranger vainqueur du dernier rallye Bandama. Les news du football. Transféré récemment à Chelsea, Fofana Datro parle de ses débuts. Dans un élément proposé par la page Facebook de Chelsea, David Fofana Datro ne cache pas sa satisfaction d'avoir réalisé son rêve de gosse, à savoir jouer pour l'un des plus grands clubs au monde. Ça fait 1 mois que je suis ici. Je peux dire que j'aime bien l'ambiance avec les gars et mes coéquipiers, les coachs, tout le monde. Je peux dire que je suis très heureux, très content d'être ici, de réaliser mon rêve. Très heureux d'être ici et voilà quoi, c'est un peu ça. Quand je suis rentré sur le terrain là, je me suis senti très bien. Hein. Ouais, c'était un moment inoubliable parce que j'attendais ça depuis un moment, mais quand j'ai mis le pied sur le terrain, je me sentais un peu... Il y avait un peu d'émotion, quoi. Il y avait un peu d'émotion, de joie, de tout, quoi. C'est un peu ça. Je me sentais très heureux de faire mes débuts et voilà. Ouais. En vrai, c'était le rêve de jouer en Premier League. Et quand le coach m'a donné la chance de faire mes débuts, en vrai, le but c'était de marquer et de faire avancer l'équipe. C'était ça, en fait, ce qui est dans la tête maintenant. Voilà. Retour sur le match de gala des amis du lycée classique d'Abidjan, disputé dimanche dernier. Le tout en images concocté par la rédaction.
Allez, deux informations de dernière minute pour boucler les news de ce numéro de la grande team. Aminata Haïdara, saine et sauve. Elle était la seule footballeuse professionnelle dont on n'avait pas les nouvelles, mais depuis hier, et bien sûr, on peut pousser un ouf de soulagement. Aminata Haïdara, la sociétaire de Ataya Sport, a été sauvée par les secours après avoir vu sa maison s'écrouler sur elle. Elle a été admise à l'hôpital pour observation. Nos pensées vont vers tous les disparus et les sinistrés de ce séisme en Turquie. Et puis un tour en Arabie Saoudite. Après avoir ouvert son compte hors but le week-end dernier en match officiel avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo a récidivé ce jeudi soir en Saudi Pro League face à Al Wihda. La star portugaise a inscrit un quadruplé lors de la large victoire des siens 4-0. Une victoire qui permet à Al Nassr de reprendre la tête du championnat et de soigner sa différence de but. La team de ce soir est bien installée et bien sûr, on va vous permettre de découvrir cette team. Bonsoir la team, comment allez-vous? Bonsoir Jean-Baptiste. Très bien. Mohamed Ballot, Roger Stéphane, Jean-Philippe Ouria et Henri Jouelbois. Allez, bien en place, messieurs. Ouais. Allez, sur la dernière news, Cristiano Ronaldo, on en a parlé dans sa buzz ces derniers temps, il est enfin lancé. Mais véritablement, Jean-Philippe. Mais je pense qu'il va devoir confirmer, je voulais dire reconfirmer, mais confirmer cette prouesse qu'il inscrit 4 buts. Depuis qu'il est arrivé, c'est vrai qu'il avait des difficultés. Automatiquement, il était critiqué. Cela faisait les choux gras. Il a dit qu'il n'était pas terminé. Ben, je pense que le niveau de cette ligue, c'est vrai, ce n'est pas un niveau qu'on peut comparer à ce qui se passe en Europe dans les meilleurs championnats du monde. Mais au niveau de la zone Asie, c'est un championnat qui a un niveau assez relevé. Et retrouver Cristiano Ronaldo faire ce qu'il aime le plus, marquer des buts, c'est une excellente chose. Là, quoi, il a pratiquement 5 buts. Ben, s'il continue ainsi, je pense qu'il va se réconcilier avec bon nombre de ses fans. D'accord. Allez, Henri Joël, le séisme qui touche la Turquie et la Syrie, derrière, on a une des nôtres qui, par la grâce de Dieu, se porte bien. Elle a été retrouvée. Oui, et très bonne nouvelle. Se retrouve à l'hôpital en ce moment. Très, très bonne nouvelle au niveau des Ivoiriens. Vous savez, nous avons une bonne colonie du côté de la Turquie. Hein. Moriky Fofana, Gradel, Deli Simon, le jeune Kadek Keïta, sans oublier du côté des dames et cette dernière qui a été retrouvée sous les décombres. En tout cas, c'est une très, très bonne nouvelle. Voilà, les oreilles étaient tendues du côté de la Turquie pour voir un peu comment les Ivoiriens se portent, les Ivoiriennes aussi se portent de ce côté-là. Il n'y a pas que seulement les footballeurs ou les footballeuses. Hein. Il y a aussi d'autres personnes qui sont dans ce pays et qui vivent cette situation. Donc, à chaque fois qu'il y a une telle nouvelle qui arrive, en tout cas, c'est un ouf de soulagement qu'on peut pousser. Et on espère que ça va continuer ainsi. Malheureusement, il y a d'autres cas qui ne sont pas aussi réluisants, qui ne donnent pas le sourire. Voilà, on va, comme vous l'avez dit, on va essayer d'apporter notre soutien. Mais quand on a ces genres de nouvelles, véritablement, ça donne un boum au cœur. D'accord, c'est bien noté. Allez, ce soir, notre question LGT parle de Ligue 2, de l'Africa Sport principalement, avec une nouvelle défaite. Oui, l'Africa Sport a perdu en championnat hier 1-0 face à l'EFIM. Avec cette nouvelle défaite, l'Africa a-t-il compromis ses chances de monter en Ligue 1? C'est notre question LGT. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. À un moment donné, on ouvrira le téléphone pour vous permettre de donner votre avis. Et bien sûr, vous pouvez aller tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Ce soir, nous avons deux sujets de Sabuzz que nous allons toucher. Un débat de GOAT au niveau du basketball et puis bien sûr pas mal de choses. Allez, Roger Stéphane et Mohamed Ballot, si on revenait un tout petit peu sur Fofana Datro qui dans une vidéo dans LGT News a exprimé bien sûr son sentiment, sa joie de réaliser un rêve de gosse. Bon, on espère qu'il va y arriver et qu'après les performances vont suivre véritablement avec son passage du côté de Chelsea. Mais on est heureux de savoir qu'il se sent bien, l'ambiance est bonne, son intégration s'est faite progressivement. C'est un garçon qui a du talent, il a une très belle trajectoire. Maintenant, il faut qu'il confirme.
Parce que, comme je le dis, la première ligue anglaise n'a pas bien souri ces dernières années aux éléphants. Bon, on espère que lui, il va faire monter le niveau, il va briller véritablement. En tout cas, c'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Chelsea est un très grand club qui a une saison un peu en dents de scie, contrairement aux années précédentes. Mais bon, je pense qu'il est capable de trouver sa place. À lui de travailler, de continuer à performer pour s'imposer véritablement dans l'équipe des Blues. D'accord. Alors, Balo, vous êtes revenu, redescendu en termes d'émotion OM Paris Saint-Germain. Eh bien, nous avons proposé cette superbe affiche de 8e à nos téléspectateurs. C'était une expérience assez fabuleuse, je suis. Oui, absolument. D'autant plus que c'était un match très rythmé. Beaucoup auraient parié sur l'équipe de Paris Saint-Germain en termes de potentiel individuel et collectif. Mais Marseille a surpris par beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité, avec une équipe qui avait des joueurs essentiels comme le Turc Under et bien sûr un bon Valentin Rongier aussi qui a fait un très très bon match. Globalement, dans l'expression collective, Marseille a été supérieur à Paris sur cette rencontre. Au niveau du Paris Saint-Germain, on a constaté finalement que sans Kylian Mbappé, Neymar et Messi finalement ne tiennent pas le flambeau comme il se doit. Il n'y a pas eu pour moi un très bon Lionel Messi sur cette rencontre. Neymar a été moyen. Donc je pense que ça lève certaines inquiétudes, surtout par rapport à la confrontation face au Bayern de Munich. Et en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir, Féru de Sport, à vous proposer bien sûr cette affiche des 8e de finale, 104e Classico entre Marseillais et Parisiens. Allez, c'était la 35e victoire des Marseillais dans ce Classico, après bien sûr 104 rencontres. Henri-Joël Bois. Par rapport à ce que Balo disait à l'instant, je suis peut-être l'équipe favorite de ce match. C'est-à-dire quand on regarde les derniers matchs, personne ne pouvait dire aussi que Paris était favori, parce que ça n'allait pas, ça ne va pas du tout du côté de Paris. C'est vrai, en dehors même de la blessure de Kylian Mbappé, le jeu collectif parisien même ne séduit plus depuis le retour de la Ligue des Champions. Quand on fait un peu la moyenne, ces derniers matchs, c'est l'équipe de Marseille qui est devant. C'est Marseille qui, collectivement, arrive à très, très bien s'exprimer. C'est Marseille qui, pour moi, sur ce match-là, avait les faveurs des pronostics. Et sur les dernières confrontations, Marseille au-delà des perdu, Paris a gagné. Je parle sur la forme du moment. C'est vrai, les dernières confrontations, comme vous l'avez dit, depuis 2012 ou 2011, Marseille n'a pas encore gagné de Classico face à l'équipe du PSG. Mais quand on prend les dernières performances des deux équipes, c'est plutôt Marseille qui a qui a un bon visage et surtout qui est parti, pour moi, qui est parti avec les faveurs des pronostics et ils l'ont prouvé. Maintenant, il y a une deuxième rencontre, cette fois-ci en championnat, qui arrive. C'est le 26. Et qui pour moi, ça sera très décisif pour la lutte pour le titre. D'accord, c'est bien noté, messieurs. Allez, c'est lancé, LGT, la grande team, c'est 100% de sport. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et bien sûr, vous aurez du direct, du football ce week-end. On commence déjà demain, vendredi 10 février 2023. Première journée de la Ligue des champions de la CAF. Zamalek, CRB Louisdad à partir de 16h. On prendra l'antenne à partir de 15h30, suivi de Raja Casablanca Viper Sport Club. Le match démarre à 19h. Nous, on prendra l'antenne à partir de 18h30. Et puis, le samedi 11 février 2023, 23e journée de l'English Premier League, Fulham Nottingham Forest avec les Ivoiriens, Serge Aurier et Willy Bouli. Match à partir de 15h, prise d'antenne à 14h30. Et puis, le dimanche, première journée de la Coupe de la Confédération CAF, TP Mazembe, Real Bamako à partir de 13h, ASEC DC Motema à partir de 16h également. Donc c'est un week-end riche en direct. Et une info concernant l'Ivoirien de la NBA, Mo Bamba, à suivre dans cette émission. Voilà, une pépite de Paris Saint-Germain. Dans notre premier Sabuzz, il s'agit de Warren Zaïre-Emery qui vient de battre un record de précocité. Âgé hier de 16 ans et 337 jours, Warren Zaïre-Emery vient d'ajouter un nouveau record à sa jeune carrière de footballeur. En effet, en prenant part au 8e de finale de la Coupe de France, perdu face à Marseille 1-2, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune footballeur à prendre part à un classique entre l'OM et le Paris Saint-Germain en compétition officielle. Alors, messieurs, que vous inspire ce jeune joueur, cette pépite-là, Balo? Oui, déjà, il y a de l'assurance, il y a de la maturité dans le jeu. Pour ce qu'on a pu observer hier sur sa rentrée, il a été plutôt correct.
Il a su prendre ses responsabilités, percuter, essayer de s'engouffrer dans la défense quand il fallait. Il a aussi un bon potentiel technique. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a de l'avenir. Mais vous savez, en France, il ne suffit pas d'avoir de l'avenir, il ne suffit pas d'avoir du potentiel, il faut le prouver sur la durée. On a eu de grands talents comme Hatem Ben Arfa, qui malheureusement n'ont pas eu une grande carrière. Donc derrière, il faut un suivi, il faut du sérieux, il faut du professionnalisme pour pouvoir atteindre certains sommets. Donc là, c'est la grande interrogation. Est-ce qu'il pourra garder ce cap sur la durée? Sinon, je pense qu'il y a de la bonne graine, il y a du potentiel. Est-ce que sa progression est proportionnelle à son âge? Il a 16 ans seulement, messieurs. Il vient à peine de commencer. Donc, il faut attendre, comme l'a dit Balo aujourd'hui. Il ne s'agit pas de prouver dès son plus jeune âge qu'on a du talent, qu'on a peut-être de la maturité ou peut-être qu'on sera un grand joueur. Ça, c'est sur la durée. Il y avait quand même le phénomène Kylian Mbappé qui aujourd'hui continue. Donc, on espère que ça va continuer avec lui. Balo le signifiait, il n'a pas seulement eu que Hatem Ben Arfa, il y avait eu d'autres garçons, même dans la génération 87, il y avait même Jérémy Ménez, qu'on voyait aussi comme un futur talent, mais bon, qui par la suite n'a pas véritablement montré là où on l'attendait. Yohan Gourcuff aussi. Gourcuff, avec les blessures, là, il faut essayer de nuancer, parce que lui, il n'a pas du tout été épargné par les blessures. Donc aujourd'hui, moi, il faut attendre un peu, il faut attendre pour voir si le talent sera proportionnel à l'âge qu'il aura au fur et à mesure que les années vont avancer. Allez, c'est vrai que son coach dit beaucoup de bien de lui. Est-ce que sur le match que vous avez pu suivre et certainement les vidéos que vous avez regardées, est-ce qu'il a raison de placer sa confiance en... Bon, écoutez, quand un garçon arrive dans un club à l'âge de 8 ans et qu'il est formé pendant 8 ans, qu'à 16 ans, il commence à faire ses débuts, forcément que l'entraîneur est un peu regardant. Il fait partie des jeunes pousses sur lesquels Galtier fonce. Il a 14 matchs, il a marqué 10 buts. C'est vrai que son physique est assez intéressant pour quelqu'un qui a 16 ans. C'est vrai qu'il joue toutes les compétitions. Il a joué un match de coupe, il a joué un match de la Ligue des Champions, il joue des matchs de championnat. Bon, oui, mais j'avoue que je ne le trouve pas encore vraiment extraordinaire, moi. C'est vrai que c'est un milieu défensif. Ce rôle est parfois très ingrat. On ne sent pas le jeu des garçons, contrairement au milieu offensif, aux attaquants ou aux ailiers. Mais j'avoue que j'attends de voir encore pour voir ce que ça va donner véritablement. C'est vrai que c'est un garçon dont on parle énormément. On dit que si l'avenir du Paris Saint-Germain, on pourrait l'associer un peu plus tard, lui donner les clés du club avec Kylian Mbappé. Bon, maintenant, il faut attendre, il n'a que 16 ans. Après, on va passer le cap. J'ai écouté un jour une déclaration, une interview d'Arsène Wenger qui disait que, attention, il y a des étapes dans la vie des footballeurs. Il y a cette première impressionnée par ce garçon. Alors, peut-être derrière, il y a une bonne communication du PSG pour essayer de mettre en lumière ce jeune formé par le Paris Saint-Germain. Parce que, rappelons-nous que ces dernières années, l'équipe du Paris Saint-Germain n'a pas véritablement fait progresser ses propres joueurs formés dans son académie. Les titis parisiens. Bien sûr. Vous avez le jeune Tanguy Kouassi qui est parti très tôt. Vous avez Kingsley Coman qui est parti parce que formé au Paris Saint-Germain mais qui n'a pas été conservé, à qui on n'a pas donné assez de chance, qui est parti passer par la Juventus avant d'arriver au Bayern. Et d'ailleurs, c'est lui qui marque le but victorieux de la Ligue des Champions. Il y a aussi certains jeunes, plusieurs comme celui-là, que le Paris Saint-Germain n'a pas pu conserver, n'a pas pu voir progresser. Notamment, même le gardien, Mac Maignan, a été formé au Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une politique de communication et surtout de mise en lumière des joueurs formés au sein du club pour dire, ben voilà, nous aussi, nous formons et nous arrivons maintenant à garder nos pépites. Peut-être le seul qui a été formé, qui a été gardé, c'est Kipembe, qui aujourd'hui peut-être Presley Kipembe, qui fait la fierté, par exemple, du centre parisien, en étant toujours au club. Mais rares sont les joueurs qui ont été formés au Paris Saint-Germain et surtout qui ont pu avoir leur place au sein de l'équipe. Donc aujourd'hui, en mettant en lumière ce jeune joueur, je pense que c'est une politique, bien c'est une politique pour faire savoir peut-être aux autres clubs que voilà, on arrive à former, mais surtout on arrive aussi à conserver nos joueurs et surtout à les faire progresser au sein de l'équipe. Alors, Roger, ou Jean-Philippe, quand on regarde un peu en arrière avec des joueurs emblématiques français, physiquement déjà, si vous voulez ajouter aussi techniquement, à quel joueur on peut comparer ce jeune homme-là, Warren Zahir? Pour l'instant, en France, je n'en vois pas grand monde. Voilà, c'est un garçon qui a de la vitesse. Bon, quand on a connu Lilian Thuram qui jouait sur les côtés, il avait un gabarit différent, mais il avait ce genre de projection.
Donc, je pense que c'est un garçon qui a encore une grande marge devant lui. Il a de l'audace parce que le geste qu'il a tenté face à Montpellier, n'importe quel joueur aurait tenté de faire une passe en retrait pour un coéquipier. Lui ne l'a pas fait. Donc, c'est difficile pour moi de trouver un athlète à qui il ressemblerait textuellement. Mais pour moi, c'est un garçon à suivre quand même. Sur le positionnement, peut-être Patrick Vieira, peut-être Emmanuel Petit, peut-être Rabiot, plus proche de nous. Est-ce que c'est peut-être ça? Mais je dis qu'il n'a que 16 ans, il faut attendre encore. Au-delà du positionnement, peut-être sa manière de jouer, sa corpulence, ses déplacements, Aaron Ramsey. Bizarrement, c'est le nom. C'est à lui que vous pensez? Ouais, c'est le nom qui me vient en tête quand je le vois, surtout avec ses coups. C'est Aaron Ramsey que je vois. Maintenant, bon, on va attendre un peu de voir la progression de ce jeune joueur pour voir où est-ce qu'il peut arriver. D'accord, donc globalement, le football français a peut-être peut penser et compter sur ce jeune homme-là. Oui, mais parce qu'en fait, si vous suivez tous les différents championnats, on a le sentiment que chaque club communique un peu sur un jeune qui est en train de monter quand il n'a pas 14 ans, comme le jeune prodige du Milan AC. Le Paris Saint-Germain fait la même chose, on fait la même chose au Barça. Bon, on a le sentiment que c'est une forme de communication pour montrer un peu l'existence du club au niveau de ses fondamentaux en termes de détection, en termes de formation, pour ne pas que le regard soit tourné seulement sur une équipe qui paye de grosses tailles, de grands joueurs. Le débat s'est posé à une certaine époque avec l'équipe du Real de Madrid, où on est passé de l'achat des Galactiques en faisant monter des jeunes pousses. Le débat s'est posé également une fois avec l'équipe du Barça, où on s'est appuyé sur la formation et puis après on a commencé à faire des grands recrutements. Bon, donc oui, il y a ce jumelage-là, cet esprit-là, entre l'esprit formation, grand club, achat des joueurs, dont tout le monde fait ça. Est-ce que c'est ce qui est en train de se faire autour de ces garçons? Je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, contrairement aux autres qui étaient au niveau inférieur, lui, il joue, il participe à toutes les compétitions. Il est là, dans ce milieu de terrain Paris Saint-Germain. Mais comme je dis, à 16 ans, il est un peu trop précoce de lancer un garçon, le présenter déjà comme une étoile. Il faut attendre, on va voir vers 22 ans, 23 ans. Est-ce qu'il va confirmer ce qu'il a déjà entamé? Évoquer le fait que le Paris Saint-Germain peut-être veut le mettre en lumière pour valoriser son académie. Mais au niveau des grands clubs, ce qu'on a l'habitude de constater, c'est que c'est vrai, les grands clubs font venir des joueurs expérimentés, surtout avec, je dirais, un pedigree très, très élevé, mais il y a quand même cette base, ou je dirais, cette culture inculquée depuis le centre de formation au travers de certains joueurs formés au club. Vous allez prendre aujourd'hui Manchester City ou peut-être l'équipe de Manchester United, surtout en Angleterre, voilà, parler des clubs anglais. Chaque grand club, peut-être en dehors de certains, ont toujours des joueurs formés à l'académie, 5 ou 6 dans l'effectif, qui conduisent l'équipe et surtout qui, à la longue, deviennent je dirais des titulaires à part entière, des pionniers de l'équipe et surtout qui relaient l'esprit du club, la philosophie du club. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il n'y en a pas assez. Or, Paris aspire à être comme les clubs que je viens de citer. Ils étaient trois à avoir été lancés sur un match de Coupe de France face à une modeste équipe. L'un avait inscrit un but, lui, il avait fait un très gros match. Mais sur la régularité, c'est Emery qui revient. Voilà, donc justement, aujourd'hui, on peut se retrouver aussi dans cette logique-là, où Paris va essayer quand même, avec sa philosophie, de faire monter certains jeunes. Parce que quand on revient toujours derrière, je veux prendre l'exemple de ceux qui sont partis, si on avait conservé certains joueurs, notamment Maignan, Coman, Tanguy, tout cela, aujourd'hui, on se retrouverait peut-être à une équipe de Paris avec pas mal de joueurs formés au club et surtout devenus très, très matures et jouant au haut niveau. Donc peut-être c'est cette culture-là aussi que Paris va essayer. Comme Roger Stéphane le disait, 3 ont été lancés. Peut-être c'est le seul qui, jusqu'à présent, arrive à se mettre un peu au-dessus de la moyenne. Mais on ne serait pas étonné de voir que dans les années à venir, Paris va se mettre dans cette logique-là. Parce qu'un des clubs qui réussit très bien cela du côté de la France, c'est l'Olympique lyonnais. Lyon. Et aujourd'hui, Lyon a refusé Chekir, il me semble que c'est lui, le transfert parce que Jean-Michel Aulas avait jugé très bas le prix proposé par le Paris Saint-Germain. Donc peut-être on se retrouverait à une équipe de Paris qui va mieux se baser maintenant sur les pépites formées au sein de son académie. En tout cas, Warren Zaïre-Emery est un jeune joueur qui ne fait que tomber les records de précocité. C'est le plus jeune joueur à disputer un match de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, plus jeune buteur
de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain aussi. C'est le plus jeune à avoir pris part à ce Classico OM Paris Saint-Germain. Nous allons marquer la toute première pause de cette émission, de ce numéro de la grande team. Notre question LGT, eh bien, avec cette nouvelle défaite, l'Africa a-t-il compromis ses chances de monter en Ligue 1? Eh bien, on revient dans quelques minutes seulement. Après le CHAN Algérie 2022, remporté par le Sénégal, place aux compétitions interclubs de la CAF et à la Première Ligue anglaise, en direct et en exclusivité sur la 3. Première journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF. Vendredi 10 février 2023. Groupe D. Zamalek d'Égypte, CR Belouizdad d'Algérie à 16h. Prise d'antenne, 15h30. Tentative magnifique! Groupe C. Raja Casablanca du Maroc, Viper Sport Club d'Ouganda à 19h. Prise d'antenne, 18h30. La tête derrière le but! Le but! Samedi 11 février 2023, 23e journée de la Premier League. Fulham, Nottingham Forest à partir de 14h30. Johnson beats the goalkeeper and Johnson rolls in. Dimanche 12 février 2023, première journée de la Coupe de la Confédération de la CAF. Groupe D, TP Mazembe de la RDC, Real Bamako du Mali à 13h. Prise d'antenne, 12h30. La frappe parfaitement placée. Égalisation immédiate de Kizumbi. Groupe B, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, DC Montema Pembe de la RDC à 16h. Prise d'antenne, 15h30. Kiyazi, c'est au fond. Et bien voilà le passeur qui se met en buteur. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Il était une fois, sur la 3, voilà. Une belle, une très belle. Et c'est bon maintenant, on sait qu'elle est belle, faut continuer. Et ces bêtes saines, ont commencé à apporter de la joie. La Belle et les Bêtes. Émission de divertissement 100% bonne humeur. Nous égayons vos soirées, nous vous instruisons à travers La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et dans la bêtise, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et bienvenue dans l'antre de La Belle. Mon problème est un peu complexe. Ma maman m'écoute, mon papa m'écoute. Et moi, je ne peux plus de cette situation. Je suis vraiment dépassée. Réagissez en direct en appelant au 27 21 59 93 99. La Belle Eunice Dago vous donne rendez-vous désormais à 18h30 du lundi au vendredi en direct sur la 3. Toi, va et annonce la bonne nouvelle vers toi. Allô? Voilà moi, voilà toi. Ce qui va nous arriver, ça n'a qu'à nous arriver. Mais... Être célibataire est considéré comme un handicap. Que feras-tu sans mensonge? Bisous, bisous. La 3, nous offrons 3 fois plus. Vous êtes sur la 3, féru de sport, et bien sûr, ici, on décrypte toute l'actualité sportive, et bien sûr, d'ici. Et d'ailleurs, Henri Joël Bois, oui, on va toucher le basketball maintenant, et Mo Bamba chez les Lakers. Bien sûr, c'est la grosse nouvelle que nous avons tous vue avant d'arriver sur ce plateau. Mo Bamba, le jeune Ivoirien, même s'il n'a pas encore joué avec l'équipe nationale, mais c'est un Ivoirien, qui arrive chez les Angelinos. Vous savez, l'équipe des Los Angeles Lakers avait besoin d'une grande taille, on doit le dire comme ça. Ouais. Donc, ils ont ciblé le jeune Ivoirien et il est arrivé en échange de Pat Beverly, qui lui est meneur et qui va chez les Orlando Magic. Voilà, en tout cas, on reviendra sur cette information en long et en large. Allez, le débat du GOAT ne concerne pas Mo Bamba. LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. La star des Los Angeles Lakers a établi le nouveau record en présence de celui qui le détenait, le légendaire Karim Abdul-Jabbar. Cette vidéo préparée par la rédaction revient sur l'événement et c'est dans notre actu.
L'essentiel était bien ailleurs dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 février au Staples Center de Los Angeles. Plus que la défaite des Lakers face au Thunder d'Oklahoma City, 130-133 en saison régulière du championnat de basketball NBA, c'est bien le record de points de l'histoire de la compétition battue par la star de la franchise locale, LeBron James, qui a fait l'événement. Le meneur des Lakers, âgé de 38 ans, a marqué 38 points, dépassant ainsi de 3 longueurs le record de 38 387 points détenu par Kareem Abdul-Jabbar. L'ancien pivot de la franchise avait initialement battu le record de points en avril 1984, 8 mois avant la naissance de James. LeBron, qui avait besoin de 36 points pour battre le record, l'a fait à la fin du 3e quart-temps et a terminé la rencontre avec un total de 38 390 points en carrière. Ému, il a levé les 2 bras en signe de célébration. La partie a été brièvement interrompue pour une cérémonie marquant l'exploit. Après le discours de James sur le terrain, Abdul-Jabbar, 75 ans, devenu King. Sélectionné en 2003 par l'équipe de sa ville natale, les Cleveland Cavaliers, il a été 4 fois champion de la NBA. 2 titres avec le Miami Heat, un avec Cleveland et un autre avec les Lakers. Double champion olympique, James a remporté 4 titres de MVP de la saison régulière. Scoring Leaders, c'est ce qu'on a pu lire sur l'affiche qui montrait bien sûr LeBron James tout en haut. Alors, Jean-Philippe Auria, qui est LeBron James? LeBron James, vous voulez la version courte, la version longue? Son ami du quartier. La version courte, allez-y, la version courte. Disons simplement que c'est, franchement, aujourd'hui, je vais emprunter les mots aux défenseurs des Golden State Warriors. Draymond Green. Oui, Draymond Green, qui disait de LeBron James que c'est l'image la plus propre que la NBA a pu produire depuis qu'elle existe. C'est un basketteur hors pair, un père de famille hors pair, un homme hors pair. C'est incroyable de voir un athlète qui a atteint cette dimension-là sans aucun scandale autour de lui. C'est un travailleur acharné qui s'est fixé un objectif précis, celui de vivre son rêve. De Cleveland, sa ville natale. Malheureusement, le projet derrière l'homme n'a pas été soutenu, comme on a pu le voir par exemple avec les Golden State Warriors, des choses les plus puissantes des États-Unis. Malheureusement, après le seul titre remporté, ils ont des difficultés à pouvoir retrouver les playoffs. Mais il faut dire que pour moi, LeBron James, c'est assurément peut-être le meilleur basketteur de tous les temps. D'accord. Henri-Joël Bois, quelle est la portée réelle de ce record de points qu'il bat, voilà, étant bien sûr toujours, voilà, on va dire globalement le record de points qu'il bat? La portée, je dirais que peut-être ça relance une fois de plus le débat autour de qui est le plus grand basketteur de tous les temps. Moi, je vois que c'est ce que ce record a suscité. Mais derrière, quand même, forcément, il y a le débat. Mais ça montre que c'est la longévité. La longévité, c'est le travail. C'est beaucoup de choses mises ensemble qui donnent aujourd'hui ce résultat-là. Donc, le travail dans tout ce qu'on fait, le travail bien fait dans tout ce qu'on fait, et surtout l'amour de ce travail-là pour produire ce résultat que nous avons. Et là, lui, il a démontré à presque tous les niveaux, au niveau de cette discipline, que ce soit sur les parquets, que ce soit en dehors, il a été exceptionnel jusqu'à présent. Alors, quelle signification la présence de Kareem Abdul-Jabbar a-t-elle donné à l'événement, Roger? Oui, mais ça veut dire que avant ce match-là, on annonçait déjà que LeBron James n'était plus très loin du record de Kareem Abdul-Jabbar. Et donc, forcément, sur les matchs à venir, ça n'aurait peut-être pas été pour ce match-là, il aurait été présent pour l'autre match, jusqu'à ce que le record soit battu. Donc, on a vécu un moment historique. Le moment historique, c'est qu'il y avait un record qui existait depuis une trentaine d'années. Et beaucoup de grands stars de la NBA s'y sont essayés. Karl Malone a marqué beaucoup de points. Michael Jordan a marqué beaucoup de points. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre la barre des 38 000 paniers réussis par Kareem Abdul-Jabbar. Donc, LeBron James, qui après
18 ans de carrière au haut niveau, réussit cet exploit. Donc il y avait un événement historique qui se produisait ce jour-là du côté de la NBA. C'est la meilleure ligue de basket au monde, c'est le meilleur championnat de basket au monde. Et en l'état actuel, le meilleur buteur de la plus belle histoire, le meilleur marqueur, ouais, buteur pour nous connaître un peu avec le football, le meilleur marqueur de l'histoire de la plus belle ligue de basket au monde, eh bien c'est LeBron James, qui est un contemporain, qui joue en ce moment. Et ça aussi, ça compte parce que Karim Abdul-Jabbar, qui a été magnifique pendant de nombreuses années, a pris sa retraite. Donc là, il y avait vraiment un grand moment. Et sa présence, c'était une passation de flambeau, un témoin rendu à une génération plus jeune qui va continuer l'aventure. Donc c'était à ce moment-là, tout le monde était là pour ça. Le match en lui-même n'avait pas de... En plus, ils ont perdu. Ils ont été battus par les Thunders. Mais c'était le record là qui était l'événement du jour. Alors, Mohamed Ballo, après ce record, LeBron James peut-il être considéré comme le GOAT? GOAT, on va entendre par là, hein, le meilleur joueur de tous les temps de la NBA. Je pense qu'il y a 4 critères pour moi pour tout simplement qualifier quelqu'un de GOAT. Il y a les récompenses individuelles et performances individuelles. Il y a le nombre de titres, il y a l'influence et il y a le potentiel intrinsèque. Donc on va y aller tout doucement. Sur le potentiel intrinsèque, c'est clair que lui et des basketteurs comme Michael Jordan sont polyvalents. LeBron James est un très bon marqueur, est aussi un très bon passeur, c'est aussi un bon intercepteur. Michael Jordan aussi est un bon défenseur qui a été élu meilleur défenseur de la Ligue en 88. LeBron James est meilleur marqueur de toute l'histoire de la NBA, mais aussi le meilleur marqueur en play-off, le deuxième meilleur passeur, mais aussi le meilleur intercepteur en play-off. Donc on voit qu'au niveau des récompenses et de la performance individuelle, plus ou moins les deux se valent. Sauf qu'au niveau du nombre de titres en termes de meilleurs joueurs des finales, Michael Jordan le surclasse avec 6 titres, alors que LeBron James n'en a que 2. En ce qui concerne tout simplement le palmarès global, Michael Jordan a 6 titres et tout simplement LeBron James en a 4. En ce qui concerne l'influence, Michael Jordan a impulsé des gestes, le fadeaway, c'est-à-dire le fait de shooter à 3 points à reculons, mais aussi le fait de pouvoir dunker d'une certaine distance de la ligne de lancer franc jusqu'au panier. Donc là, Michael Jordan montre là son influence à travers les gestes impulsés. Donc, lorsqu'on regarde, on sent que LeBron James et Michael Jordan se valent à ce point-là, mais la grande différence, je pense que ce sont les titres. Michael Jordan en a 6, LeBron James en a 4. En termes de nombre de meilleurs joueurs MVP des finales, Michael Jordan le surclasse. Donc pour moi, sincèrement, je pense que Michael Jordan est au-dessus parce que si on ramène encore le débat à Karim Abdul-Jabbar, lui, il se caractérise, il n'a pas un grand nombre de titres de finale NBA. Par contre, il a le titre de meilleur marqueur de toute l'histoire de la Ligue. Donc, moi, j'estime que pour moi, Michael Jordan surclasse ces deux joueurs-là. Allez, le débat est lancé. On a écouté Ballo. Qui se lance? Moi, je vais me poser une question déjà. Quel est le record qui était le plus difficile à battre au niveau de la NBA? Nombre de points ou Je pense que tout le monde attendait que ce record historique-là puisse être battu. Voilà. Si on me disait simplement que oui, LeBron James, c'est un basketteur qui a réalisé des choses extraordinaires sans remporter de titres du côté de la NBA, automatiquement, je pense que la question des titres allait énormément peser. Mais bon, Ballo a regardé le nombre de titres. On a l'impression que Jordan a eu, comme Chamberlain, 11 titres et que LeBron James n'a eu que 2. Et Jordan n'a eu que 6, LeBron n'a eu 4. D'accord. C'est vrai qu'il a dressé ses critères si on rentre, non, je viens. Okay. Si on rentre au niveau même de la comparaison des époques, Jordan a gagné pratiquement tous ses titres avec une seule franchise, les Chicago Bulls. Et on sait comment cette équipe a été constituée. Quand on compare les Chicago Bulls par rapport aux équipes dans lesquelles LeBron a pu évoluer, on se rend compte qu'assurément, il y a eu une seule équipe qui était vraiment au top niveau, les Heat de Miami. Parce que les autres équipes ont été tirées plus par LeBron. Il est arrivé aux Lakers au moment où les Lakers étaient en grande difficulté, il faut le dire clairement. Et automatiquement, je crois, à la deuxième saison, il remporte un titre NBA avec cette formation. C'est un homme qui s'est bâti, qui s'est construit. On a tous vu la progression de l'homme. On sait qu'il avait des difficultés en début de sa carrière sur les shoots à 3 points. Et aujourd'hui, cela fait partie de ses forces. Moi, je pense que pour pouvoir réaliser ce qu'il a fait, il faut être un athlète exceptionnel.
Comme l'a dit hier le commissaire de la NBA, personne ne pensait qu'au niveau de cette franchise, après que de grands basketteurs, Roger l'a dit, se soient essayés comme Michael Jordan et autres, personne ne pensait qu'un athlète un jour allait pouvoir battre ce record de Karim Abdul-Jabbar. Et LeBron l'a battu, et je pense qu'il va même l'exploser. Parce que quand on regarde l'homme, il n'est pas prêt de s'arrêter. Ses statistiques sont encore stratosphériques. Et quand il aura arrêté sa carrière, où est-ce qu'il va placer la barre? Aujourd'hui, tout le monde se dit, on va sur la barre des 40 000 points. Donc, un basketteur qui va atteindre 40 000 points, on va estimer que l'autre, parce qu'il est 6, parce qu'il est temps, il est meilleur que lui. Moi, je dis, arrivé un moment, il faut rendre quand même une certaine gloire à cette génération. Quand on parlait de Jordan comme le meilleur basketteur du monde, les dévanciers de Jordan disaient qu'il n'était pas meilleur à Wilt Chamberlain. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui regarde le basket. C'est vrai, Jordan a été un basketteur extraordinaire. Il a fait passer la NBA dans le sport business. Mais intrinsèquement, pour moi, je dis bien pour moi, oui. LeBron James, c'est le meilleur. LeBron James. Henri Joël-Bois. C'est un débat. Hein. C'est vrai que Ballot veut réagir tout de suite. Mais bon, on va écouter les autres, Ballot. On va écouter les autres. Bon, je suis d'accord avec les critères que Ballot a établis. Mais si on veut aller, c'est-à-dire si on veut désigner aujourd'hui le meilleur joueur de tous les temps au niveau du basketball, c'est-à-dire il faut voir, moi je vais plus m'apaisanter sur les titres. Et là, je ne dirais même pas James ou Jordan, moi je vais plutôt me tourner vers Bill Russell, qui a eu 11 titres. C'est-à-dire, si on part sur la base des titres, moi je vais me tourner vers lui. Si on part sur la base des points marqués, il y avait Karim Abdul-Jabbar, parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand Karim Abdul-Jabbar avait mis la barre à ce niveau, est-ce qu'on disait de lui que c'était le meilleur basketteur de tous les temps? Je ne pense pas. Voilà, il n'y avait pas ce débat. On disait toujours, on se référait soit à Jordan ou à LeBron James. Donc, normalement, le débat se joue entre ces deux joueurs. Maintenant, au niveau des titres, si on se réfère à ces deux joueurs, c'est Jordan qui est devant. Sauf que LeBron James est toujours en activité. Et il a envie de jouer, même avec son fils Bronny qui est en train de monter. Donc, on se dit que jusqu'à quand LeBron James va arrêter. Donc, on prend la possibilité où on voit James dans 2 ou 3 saisons remporter 2 titres NBA et qui arrive à égaler Michael Jordan. On remet le débat à quel niveau? Ouais. Non, ça peut être évident, ça dépend de la franchise, ça dépend de la franchise où il va partir. Justement, on remet le débat à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, on n'oublie pas ce qu'on oublie, c'est que c'est vrai, contrairement à ce qui s'est passé dans les années précédentes, c'est qu'aujourd'hui, on forme des big teams, voilà, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, vous avez un grand joueur, un très grand joueur, qui a de très bons lieutenants à côté de lui, et puis, allez, on essaie de gratter des titres. Parce qu'on n'oublie pas que même James, quand il va chez les Miami Heat, il y avait Bosh, et puis il y avait Dwayne Wade. Même à Cleveland, il y avait Kyrie Irving, il y avait Kevin Love, et il y avait les autres. Même chez les Lakers, il y avait Anthony Davis. Et puis il y avait avec les jeunes loups qui étaient à côté. Donc aujourd'hui, on peut constituer une big team, et puis dans l'année qui suit, on remporte 2 titres. Donc si, moi, mon interrogation, si demain, James se retrouve à 6 titres, est-ce qu'on revient pour faire le débat? Ouais. C'est là que... Voilà, la grosse interrogation. La grosse interrogation. Donc, j'ai pas envie de désigner qui est le GOAT, mais j'essaie de... D'accord. Allez, au cœur, bien sûr, de cette émission, hein, il y aura du football avec, bien sûr, la Ligue 2, l'Africa Sport d'Abidjan, tout simplement. On parle de cette formation qui a été battue hier par les FIM et de ses chances pour la montée en Ligue 1. Roger Stéphane, même question pour vous. Après ce record de LeBron James, est-ce qu'il peut être considéré comme le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps de la NBA? Non, il n'est pas il ne peut pas être pour l'instant le meilleur joueur, le meilleur basketteur de tous les temps. Non, ce n'est pas possible. Pour vous, c'est qui? Ça va se jouer entre Bill Russell et Michael Jordan. Jean-Philippe parlait du record. Ils se jouent entre les deux puisqu'ils sont sortis. Henri Joël va poursuivre. Il parlait du record de Jabbar, qui pourrait le battre. Maintenant, j'ai envie de savoir qui va aller chercher les 11 titres de Bill Russell. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, si on considère des éléments, ce qu'il a, en fait, de plus que les autres, LeBron James, c'est le fait qu'il soit le meilleur marqueur aujourd'hui de l'histoire de la NBA. Mais pour les autres éléments, il n'est pas le numéro 1. Il a 4 bagues. Jordan a 6 bagues.
Il est 4 fois, je ne crois même pas, il est 2 fois MVP. Jordan est 5 fois MVP. Il est 4e meilleur passeur, 9e au niveau de l'interception. Jordan, il est 3e au niveau de l'interception. Il est l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. Et au niveau des passeurs, vous n'avez pas dit le au niveau des passeurs, mais attendez là. D'accord, donc pour vous, c'est qui le GOAT, oui? Pour moi, je dis ça va se jouer entre Jordan. Donc vous ne voulez pas... qui est un peu complet, parce que si vous prenez le palmarès, Jordan est devant. Oui. Si vous prenez l'influence, Jordan a une très grande influence sur le basketball. C'est lui qui a modernisé le basketball qu'on pratique aujourd'hui. Si vous prenez, comment je dis ça, le talent, Jordan est beaucoup plus talentueux que LeBron James. LeBron James, il est puissant quand il attaque le cerceau. Mais Jordan, c'est le talent, c'est l'élégance. On a pris tout ça en Jean-Baptiste. Ballot, s'il vous plaît. Pour vous, oui. Je dis Jordan est un petit plus que LeBron James. Ballot, rapidement. Juste rebondir sur un propos de Jean-Philippe, qui me choque quand même. Il parle de Michael Jordan comme simplement un produit marketing. Mais c'est faux. Je tiens à dire que Michael Jordan, quand il dit que Michael Jordan a uniquement remporté tous ses titres avec les Chicago Bulls, mais Michael Jordan portait les Chicago Bulls. C'est celui qui marquait, c'est celui qui marquait, c'est vrai qu'il y avait Scottie Pippen, mais c'est celui qui marquait les tirs à 3 points les plus décisifs. C'est celui qui marquait les tirs à 3 points, je termine. C'est incroyable. Il marquait les tirs à 3 points les plus décisifs au buzzer très souvent, il en a fait une mode, mais en plus de cela, il faut faire remarquer que Michael Jordan a la plus forte moyenne de points marqués par match en saison régulière, 30,12 points. Donc c'est pas simplement un produit marketing, ça va bien au-delà. Il est plus polyvalent que LeBron James. Roger Stéphane, il a plus. Jean-Philippe Auriat, Mohamed Ballot, carton jaune également pour vous, Ballot. Allez, Henri Joël, sans commentaire, mais vraiment sans commentaire. Parmi les joueurs actuels de la NBA, pour vous, qui est capable d'aller chercher ce record-là, sans commentaire? Un an. Luka Doncic. D'accord, allez, je pense qu'on va remettre ce débat-là et chez vous à la maison, vous pouvez simplement poursuivre. On va marquer une courte pause, Féru de Sport. Quand on revient, on se fait un deuxième sabuzz avant d'attaquer le sujet concernant l'Africa Sport d'Abidjan. J'aimerais vous dire qu'on est très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Ah oui, suivez mon regard. Anaconda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante, place au sommaire. Donc tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent alors. Avec ma bouche, oui, non, pas... Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Oui, non, moi je ne chante pas, mais il fait ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. Ce que tu dis, c'est grave. Je peux parler. Parce que c'est qu'ils nous suivent. Donc ici, on tourne. On dit. Oui. Après, il faut m'inviter à aller manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Sarah Junior. La plus forte somme que tu as reçue, c'est combien? Il y a quoi? Tu n'attends pas, waouh! Il y a caillou dans ton Voilà, il y a caillou dans ton oreille. Moi, je ne sais pas. Quand on a eu cet argent-là, moi et lui, on ne s'est pas assis pour signer un contrat. C'est un jeton qu'on a partagé. Tu as reçu les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions, c'est moi qui t'ai donné 1 million. Moi? Qui c'est? Je t'ai jeté la petite. Tu vas te suicider. Ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoli. Non, il n'y a pas projet de médicaments, c'est pour ouvrir pharmacie ou bien. Non, c'est des questions, monsieur. Les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Chacun a son style, mon vieux. Oui. Toi là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, il y a quoi? Merci à tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK. Et vous donnez rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. Pipolémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. La 3. Vous écrans sont de véritables fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Talk. PPLK, numéro 1 sur la polémique, sur la 3. Bienvenue. C'est l'heure des catcheurs. Bienvenue dans La Belle et la Bête. Merci d'être dans votre émission La Grande Team. Divertissement. Bienvenue dans le Gilles. 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faut appeler dès maintenant. Info. Événements sportifs en direct.
Oh, regardez ces pots. C'est quoi? Le Sénégal remporte sa première CAN. Compte rendu d'événements sportifs. Événements musicaux en direct. Compte rendu d'événements musicaux. Eh bien, vous savez quoi? Vous ne les verrez plus partout. Ils sont désormais tous sur la 3. Restez connectés sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Ronaldinho annonce son fils au Barça. Eh bien, ça fait le buzz. L'affaire était dans l'air depuis longtemps. C'est désormais chose faite. Ronaldinho annonce l'arrivée de son fils au FC Barcelone. João Mendes, après un test visiblement, va évoluer avec le club catalan. L'information émane de son géniteur. Je ne m'éloigne jamais du club. FC Barcelone fait partie de ma vie. Où que j'aille, j'amène Barcelone avec moi. Avec l'arrivée de mon fils au Barça, je serai plus présent, a confié l'ancien numéro 10 du Barça. Reste à voir comment le jeune Brésilien de 17 ans sera utilisé au sein de la formation catalane et s'il aura l'opportunité de se faire une place en équipe première. Et voilà, c'est notre deuxième sabeuse de ce numéro de la Grande Team. Que savez-vous du fils de Ronaldinho? Qui se lance, Balo? Oui, il a été découvert par le club de Grêmio Porto Alegre, c'est-à-dire le club qui a révélé aussi, découvert son papa, Ronaldinho. Il a évolué avec les U14 de Cruzeiro, qui fait partie du club de Belo Horizonte, qui a formé des joueurs comme Rivaldo, comme Ronaldo. Donc voilà, il suit la trajectoire de grands joueurs brésiliens, comme son père, comme Ronaldo, comme Rivaldo. En termes de potentiel, il est aussi à l'aise techniquement avec de grandes capacités athlétiques. Donc, ce qui fait qu'on le décrit aujourd'hui comme une véritable pépite. Ce sont des éléments que vous avez pu suivre de lui, des vidéos? Oui, oui, absolument, absolument. Mais il y a une certaine similitude avec son père. Hein. Clairement, c'est vrai qu'il n'est pas encore mûr dans son jeu. Même pour son jeune âge, il a de grandes capacités athlétiques et une technique intéressante. D'accord. Jean-Philippe? Moi, j'aurais même que Ballon donne quand même ses statistiques à son jeune âge. Parce que les enfants des stars du football aujourd'hui, comment ça se passe? On le sait. C'est le pistonnage. On ne sait rien absolument de ce jeune homme. On nous dit qu'il vient du côté du FC Barcelone, qui est l'un des plus grands clubs en Europe. Regardez les jeunes pépites que le Real signe. Vinicius, Rodrigo, même le dernier, Kendrick. Il suffit d'aller sur YouTube, il suffit de faire une recherche, automatiquement vous avez les statistiques de ces garçons. On n'a pas besoin de savoir qui sont leurs parents pour savoir quels sont, disons, qu'ils ont les qualités pour intégrer ces grands clubs. Voilà. Ouais, pour le moment, pour répondre à Jean-Philippe, je pense que on se penche plus sur son potentiel. Pour le moment, ses stats ne sont pas exceptionnels, mais on se fie sur ses performances, sur son potentiel à l'image de Ryan Zahir Emery. Okay. Bon, on a vu, je termine, on a vu les enfants de la grande star Zinedine Zidane, 3 au Real Madrid. Voilà, ça vous fait rire, mais on a vu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. Donc, moi j'estime que, bon, comme vous avez à le dire, c'est un buzz. On attend de voir ce qui va se passer. Dans la même semaine, Akale Kanga a placé ses 2 enfants, un à Lille, un à Anderlecht. Voilà, on attend de voir ce que cela va donner. Okay. Moi, les enfants des très grosses stars qui sont annoncés comme ça, comme ayant les mêmes qualités que leur père, je pense que ces dernières années, on en a eu quand même. Vous prenez ça avec beaucoup de recul? Voilà, je pense qu'il y a énormément de recul. D'accord. Alors j'abonde dans le même sens que Jean-Philippe, parce que, vous savez, au Brésil, souvent, c'est le talent qui précède le joueur. Vous savez, Ronaldinho, déjà à partir du Brésil, c'était un grand joueur. Il passe au Paris Saint-Germain. Vinicius, Rodrigo, ils avaient déjà été annoncés avant qu'il n'arrive du côté de l'Europe. Neymar, il était déjà une grosse star avant d'arriver du côté du FC Barcelone. Donc, aujourd'hui, on découvre ce jeune homme parce qu'il est le fils de Ronaldinho. Voilà. Beckham a essayé avec ses enfants. Ça n'a pas fonctionné. Zidane, pareil. Donc. D'accord. Roger, sur tout ce qu'on a entendu, c'est vrai. Mais bon, pour le jeune homme, avoir son père, Ronaldinho, à ses côtés, est-ce que ce n'est pas primordial pour lui, ça ne sera pas primordial dans son évolution? Bon, pour l'instant, ça lui permet de rentrer au Barça, non? Ouais. Bon, voilà. Moi, ce que je sais de lui, 17 ans,
résilié son contrat avec Cruzeiro, son club. Il a fait un excès concluant au Barça. Bon, on va regarder, mais c'est un autre fils à papa au football, c'est tout. C'est pas le... On attend ce que ça va donner encore. Moi, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Il y a Johan Cruyff et son fils, Jordi Cruyff, dans cette même équipe du Barça. Il y a le fils Zinedine Zidane au Real de Madrid. Il y a le fils Eto'o, il y a le fils Drogba. Voilà, c'est toujours les fils à papa footballeurs comme ça qu'on a. Il y en a quelques-uns quand même qui ont été des très bons oui, mais, joueurs. Oui, mais évidemment. Michel. Bon, je peux vous en citer. Michel, Maldini. Oui, évidemment. Voilà, il y a un autre, Alcantara, Thiago Alcantara. Oui, et son frère. Voilà, et son frère. Il y en a énormément d'enfants de joueurs. Mais ça reste toujours. D'enfants de joueurs qui sont devenus de très bons footballeurs. Mais ça reste toujours des fils à papa même Samba et autres. Pour entrer dans les clubs. Donc lui, il vient de faire son entrée. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais j'avoue que généralement, l'héritage du père est très, très lourd à porter. Certains qui ont réussi, ceux qui ont réussi, étaient parfois beaucoup plus talentueux que leur papa. Si vous prenez le cas de Maldini, d'ailleurs, il y a un dernier, il y a un Daniel Maldini, qui est un Daniel Maldini, ils sont trois maintenant. Il y a le père César, il y a Paolo, puis Daniel. Mais Daniel, on en parle moins, pourtant Maldini, César, Paolo était beaucoup plus doué que son père qui était défenseur. Donc, s'ils sont doués, ça marche bien. Ça passe. Ils continuent à aligner, mais quand ils ne sont pas doués, il y a un héritage qui est trop lourd pour eux. La comparaison est plus à chaque fois. J'ai une question à poser à mon ami Balo qui souriait tout à l'heure. C'est de savoir... N'oubliez pas que vous avez déjà un carton. Il n'y a pas de souci. C'est de savoir le fils à Ronaldinho, il a combien de sélections avec l'équipe du Brésil? L'équipe des jeunes. Non, mais non, pour le moment, aucune. Je pense qu'il est encore jeune. Quelqu'un qui a 0 sélection. Il a 14 ans. Non, mais je pense que c'est vrai. Non, je veux dire qu'on peut lui laisser au moins le bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'il vient d'entrer au Barça, on attend de voir ce qui va se passer. C'est bien noté. Parce qu'il peut encore faire ses preuves, je pense. C'est noté. Allez, revenons en Côte d'Ivoire. Revenons en Côte d'Ivoire et atterrissons en Ligue 2. Oui, atterrissons rapidement en Ligue 2 au stade Robert Sambou de Marcory. Alors que l'équipe de l'Africa Sport était revenue à 3 points du leader dans la poule A. Elle a subi une courte défaite lourde de conséquences, évidemment, au classement, bien sûr, face à l'EFIM, mercredi, c'était hier, donc, au stade Robert Champroux de Marcory. 1-0. Alors, avec cette nouvelle défaite, l'Africa Sport a-t-il compromis ses chances de monter en Ligue 1 ardoise, messieurs? Et derrière, vous allez naturellement argumenter. Et je profite pour ouvrir le téléphone. Plus 225 27 21 59 93 99 pour nous joindre, pour avoir la ligne tout simplement. Et sur la page Facebook de la 3, Sané écrit ceci. Il suffit d'une fulgurance pour que l'Africa se retrouve au devant de la scène. C'est le charme du football. Sinon, en réalité, cette équipe n'a pas la qualité pour accéder à la Ligue 1. Voilà. C'est un commentaire, vous pouvez nous laisser un commentaire si ce n'est pas encore fait. Oui, ardoise, messieurs, j'ai 2 noms. Un mini-nom pour Jean-Philippe et un oui pour Henri-Joël Bois. Allez, on va écouter Balo. Non, par rapport au stade auquel on est en ce qui concerne le championnat. Nous sommes à la mi-parcours du championnat, c'est-à-dire que nous avons entamé le début des phases retour. Donc moi, j'estime qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. Okay. Lorsqu'on regarde le nombre de défaites enregistrées par l'Africa, c'est 2 défaites pour le moment enregistrées par cette équipe de l'Africa. Donc c'est encore tôt pour se prononcer. Maintenant, si on veut se pencher sur le contenu proposé par l'équipe, là, il y a des inquiétudes. Okay. Il y a des inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport aux échéances à venir de cette équipe de l'Africa. Pour le match qu'on a pu observer face à l'EFIM, il y a un gros problème de jeu, clairement, de production du jeu. Cette équipe de l'Africa, par rapport au retour qu'on a pu avoir, est retombée dans ces travers de jeu décousus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette équipe de l'Africa est en train de connaître la même trajectoire qu'elle a connue avec Noël Tosi. C'est-à-dire que lorsque Hadj Mohamed est arrivé, on a eu du mieux dans la production du jeu. On a senti qu'il y avait une équipe qui était en train de s'améliorer, mais sur ce qu'on est en train de voir sur les dernières confrontations, on a une équipe qui retombe dans ses travers. C'était le cas avec Noël Tosi qui avait bien commencé et l'Africa était retombée dans ses travers. C'est encore le cas avec Hadj Mohamed. Okay. Et lorsqu'on regarde l'effectif de l'Africa, il n'y a pas véritablement matière à être rassuré, à avoir de l'assurance à 100%, parce qu'il y a encore véritablement un effectif qui ne répond pas présent, hormis certains joueurs comme Kanouté Clément en défense. En attaque, Fataki Aki est parti. Donc là encore, c'est une offensive qui laisse à désirer. Donc c'est encore trop tôt pour se prononcer.
mais compte tenu du contenu, il y a quelques inquiétudes à avoir. Allez, en tout cas, présent au stade, Dorj Laskofi a pu recueillir les avis, bien sûr, des deux coachs que nous allons vous proposer dans quelques minutes seulement. Henri-Joël Bois, vous étiez également au terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit film de ce match-là, et puis, bien sûr, vous avez répondu oui. D'abord, avant de commencer, je vais féliciter les supporters de l'Africa. Vous savez, non, c'est la vérité, il faut pas rire. C'est le meilleur public. C'est le meilleur public. Parce que, c'est vrai, vous avez la SEC qui déplace beaucoup de monde. Mais parce que la SEC gagne aujourd'hui. La SEC est devant. La SEC et les supporters, il y a quand même une bonne structuration au sein de la SEC qui permet que ces supporters-là viennent toujours. Mais du côté de l'Africa, malgré les difficultés, malgré la Ligue 2, ils sont toujours présents. Donc, sincèrement, je tire mon chapeau aux supporters de l'Africa qui, chaque jour, viennent et surtout, ils ne sont pas récompensés. En termes de jeu, en termes de résultats, ils ne sont pas toujours récompensés. C'est ça. Mais vous allez voir que même au prochain match contre ici à Oasis, peut-être le lundi, il me semble, ils seront présents pour encourager leur équipe. Ouais. Et là, vraiment, je suis satisfait de ce que j'ai vu en ce qui concerne l'Africa. Maintenant, en termes de jeu. OK. Allez, avant de poursuivre, Henri-Joël, soufflez un tout petit peu. On va faire un tour du côté de Sipilou pour retrouver M. Diomandé Mamadou. Monsieur Diomandé Mamadou, bonsoir. Bonsoir, le grand Jimé. Bienvenue sur la 3. Je salue tous les grands consultants à la table. Et mon ami Oudia, avec son frère Balou. Salut. Bonsoir. Allez, Monsieur Diomandé Mamadou, l'Africa Sport d'Abidjan a perdu hier face à l'EFIM. Alors, avec cette nouvelle défaite, l'Africa a-t-il compromis ses chances de monter en Ligue 1, selon vous? Moi, franchement, je suis inquiet pour l'Africa. Beaucoup inquiet. Pourquoi? Avec cette défaite-là. Tu ne comprends plus rien? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème à l'Africa. Il a bien commencé. En milieu encore, on voit encore des défaites là, vraiment, qui peuvent compromettre les montées en Ligue 1. Ça, c'est clair et net. Il faut se tromper. Les sportifs, comment dire, encore l'équipe. Mais les joueurs là, oui, il y avait un bon recrutement. Il n'a pas tout fait pour recruter les bons joueurs, pour m'envoyer au sein de l'Africa. Donc, si on retient bien ce que vous venez de nous dire, cette défaite-là compromet clairement les chances de l'Africain de monter en Ligue 1. Ça compromet, Jimmy. D'accord. Ça compromet. C'est entendu, c'est entendu. Bonne émission, que je nous aide. Merci beaucoup. À la 3. Allez, merci beaucoup, Monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou pratiquement chaque soir. Allez, notre question LGT. Avec cette nouvelle défaite, l'Africa a-t-il compromis ses chances de monter en Ligue 1? Henri-Joël, je me tourne vers vous pour que vous puissiez poursuivre tout simplement. Donc, je le dis, en termes de jeu, on n'a pas vu grande chose du côté de l'Africa. Même du côté de l'EFIM, c'était pareil. Vous savez, c'était un jeu un peu décousu de part et d'autre. L'EFIM, quand même, a été tiré vers le haut par Zawobi Romeo, qui a été formé au club, qui est passé par presque dans pas mal de clubs du côté de notre championnat et surtout qui est aujourd'hui fait office non seulement de capitaine, mais peut-être de relais de l'entraîneur sur l'aide de jeu. D'accord, donc si on revient maintenant à notre question LGT. J'ai dit oui, l'Africa compromet ses chances de monter. J'ai dit oui, pourquoi? C'est que l'effectif de l'Africa, pour moi, ne me rassure pas. Ça, c'est un. Ensuite, les adversaires de l'Africa pour la montée, parce qu'on rappelle que c'est un seul. Pour l'instant, au niveau du calcul, c'est un seul qui réussit la montée par poule. Donc, en fonction des adversaires de l'Africa, je vais citer Zoma, je vais citer Boisflé, joue mieux et ont un bon effectif que l'Africa. Donc, pour une équipe qui a des résultats en dents des scies, ça sera compliqué. Pour une équipe qui a des adversaires qui sont performants, même si ce n'est pas top, mais qui arrive chaque jour à produire du jeu, je pense que ça sera très difficile, peut-être même pas, pour l'Africa de monter. D'accord. Allez, Jean-Philippe. Bon, c'est vrai, tout le monde a un tout petit peu fait un diagnostic assez alarmant de ce qu'ils ont pu constater concernant les deux sorties de l'Africa depuis le retour de la trêve liée au Chan. Donc face à deux plateaux FC, voilà. Et là face à l'EFIM. Éliminé en Coupe nationale face aux deux plateaux FC et puis battu face à l'EFIM. Mais il faut comprendre également quelque chose. Hadj Mohamed est arrivé, il a pris une équipe qui était constituée par Noël Touzi. Il essayait de faire ce qu'il pouvait faire avec cette équipe, il enchaînait les matchs nuls.
Et je crois qu'il a concédé une défaite. Et puis par la suite, à la dernière journée du championnat avant la trêve, l'Africa s'est imposé 4-0. Ils sont partis à Adzopé pour reprendre quasiment la préparation physique. C'est comme si Adj reprenait une saison. En plein championnat. En plein championnat. Il y a un constat qui a été fait durant la trêve. Il y a un constat qui a été fait. L'année passée, l'Africa s'écroule dans le sprint final. L'Africa enchaîne des victoires. Sur les 2 ou 3 dernières journées, l'Africa cale. Le stade passe devant. Il y a le match décisif face au stade. L'Africa perd. L'Africa perd, pas parce qu'en ce moment, on ne parlait pas de qualité de l'effectif, mais on parlait surtout d'énergie. On sentait que les garçons, dans la préparation, n'étaient pas prêts jusqu'au sprint final. Donc, il faut les préparer pour le sprint final. Quand on regarde les 3 dernières saisons, les équipes qui arrivent à se hisser en Ligue 1 sont les équipes qui terminent le championnat en trombe. Donc, il faut réadapter la préparation physique de l'Africa. Ils vont à Zopé, il faut un gros travail. On sait tous ici que quand une équipe sort de ce genre d'activité physique, quand elle arrive, ses premiers matchs sont poussifs. Elle essaie de remporter des rencontres. Des rencontres. Okay. Oui, c'est difficile. Mais aujourd'hui, comme on l'a si bien dit, ce n'est pas alarmant. L'Africa a perdu. L'Africa, au pays des cas, va se trouver à 6 points des leaders. Mais s'ils arrivent à digérer le travail foncier et qu'ils arrivent à mettre en application maintenant les consignes tactiques de l'entraîneur, on peut voir une équipe d'Africa qui peut enchaîner 5 ou 6 matchs avec des victoires. Et cette équipe peut se retrouver à la tête de cette poule. Donc je pense que c'est un peu trop tôt, à ce moment-là de la saison, de commencer à tirer la sonnette d'alarme. Si par contre, ce que je dis, c'est l'effet inverse qui se produit, les 3 prochains matchs, l'Africa concède des défaites et commence à s'éloigner de la place de leader, en ce moment-là, on pourra dire clairement que ça ne va pas. Et je pense que le poste même du coach sera mis dans la balance. Monsieur Fofana Média, bonsoir, bienvenue sur la 3. Bonsoir, JP. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord, on parle de l'Africa dans cette émission aujourd'hui. Pas de l'Africa. Moi-même, je suis supporter de la SEC, mais on parle de l'Africa aujourd'hui. Là, vraiment, bonsoir à la grande team. Bonsoir, monsieur. Allez, je reprends la question pour vous. Avec cette nouvelle défaite, l'Africa a-t-il compromis ses chances de monter en Ligue 1? Oui. Ah, bon, vraiment, l'Africa, ça ne va pas chez eux comme ça. Là. Vraiment, nous, ça nous fait mal. Est-ce que l'Africa a compris? Oui. Oui. Mais ils ont du mal à remonter, à savoir même s'ils pourraient monter en première division cette année. De toute façon, ils ont commencé là, vraiment, c'est décourageant. Moi, ça me fait mal que l'Africa même, ça ne marche pas chez eux. Parce que, qui dit la SEC, si l'Africa bouge là, la SEC va bouger aussi. D'accord. Voilà. Okay. Si l'Africa est tout dans la boue comme ça, là, vraiment, ça fait mal. Ça sera compliqué. Donc, c'est une défaite qui ne devait pas arriver. Ce que je peux dire, c'est d'encourager les dirigeants de l'Africa. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour prendre des bons joueurs. Tous les joueurs s'en vont. Okay. Quand c'est comme ça, là, il ne peut pas bien jouer. Ok. C'est entendu, monsieur. Du courage à l'Africa. Et bonne émission à vous. Je salue Balo ainsi que mon cher ami Roger Stéphane. C'est bien noté. Salut. Bonsoir. Voilà. Oui, Roger. Alors, je voulais rectifier un élément dans l'analyse de Jean-Philippe. L'année dernière, le Stade Abidjan a pris le fauteuil de leader entre la 13e et la 14e journée, et avec un écart réduit sur l'Africa Sport d'Abidjan. Et le dernier match, le vainqueur aurait pu passer devant. L'Africa a perdu, et l'Africa a perdu après face à Yamoussoukro. Il y a eu Zoman leader, Yamoussoukro leader, Africa leader, et puis le Stade a pris le pouvoir. Légère nuance par rapport à ce que dit Jean-Philippe. Maintenant, est-ce que l'Africa a compromis ses chances? Bon, j'ai mis non parce qu'il reste 12 journées de championnat. Donc, pour faire simple, mathématiquement, il reste 12 journées de championnat. L'Africa n'est pas encore en danger véritablement. Okay. Ensuite, l'Africa va jouer après contre ses adversaires directs. Donc, il aura le match face à Zoma et il aura le match face à Boisflé. Ça va être des matchs décisifs par rapport à la phase de retour et la fin du championnat. Donc, ça va. L'autre élément, c'est que l'année dernière, à la même époque, l'Africa avait été battu par Issa Ouazi 2-1. Sur la journée qui suit, l'Africa avait été battu par Zoman 2-1. Donc, on est peut-être considérablement encore dans le même schéma que l'Africa de l'année dernière. Donc, ce n'est pas encore totalement perdu. Maintenant, la grosse inquiétude est qui est devenue une guerre à distance entre nous et les dirigeants de l'Africa, c'est la question de la qualité de l'effectif et la responsabilité de l'entraîneur.
Nous n'arrêtons pas de dire, pas de dire depuis le début de saison que l'effectif de l'Africa est pauvre et mauvais. Sur là maintenant, l'Africa joue avec ses nouvelles recrues. Et l'Africa perd 2-1 face à une équipe de 3e division. 1-0 face à... 2-1. L'Africa a perdu 2-1 face à 2 Plateaux FC. Une équipe de 3e division. Et l'Africa perd à nouveau avec quelques-unes de ses nouvelles recrues face à l'équipe de l'EFIM. Donc quand on regarde ça, oui, on est inquiet. C'est pas fini, c'est pas moi on est inquiet. Autre élément, c'est que on a fait un peu l'inverse des choses à l'Africa Sport d'Abidjan. On a fait la préparation d'avant-saison en pleine saison. Est-ce que le nouvel entraîneur, je le salue au passage, a diagnostiqué le mal de l'Africa? Donc il a tenté de corriger ça en pleine saison. Donc on verra sur la suite, là je rejoins Jean-Philippe, on verra sur la suite comment l'Africa va monter progressivement en puissance. Ou alors il a fait une erreur d'appréciation en pensant que le stage allait mettre à niveau ces garçons qui n'ont pas de très grande qualité et qu'après ça va couler l'Africa. Donc on a des schémas un peu difficiles avec cette équipe de l'Africa. Mais on va regarder. L'Africa est 3e avec 21 points. C'est Boisflé qui a 27 points. C'est pas encore cuit. Mais attention, l'équipe de l'Africa nous fait peur. C'est ça qui est la difficulté en ce moment. Allez, on va faire un tour du côté de Mbato pour retrouver M. Kofi Mathieu. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Ah, comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ça va, merci beaucoup. Je salue le plateau. Salut. Bonsoir, monsieur. Allez, M. Kofi. Oui. Vous avez le ballon, c'est à vous de jouer. D'accord, moi je crois que l'Africa est en train de compromettre ses chances. Hein? Dites-nous tout. Parce que l'Africa, le problème qui mine ce club-là est vraiment profond. Donc, en tout cas, si j'étais un des dirigeants de l'Africa, j'allais même souhaiter qu'il reste en 2e division pour se faire, pour soigner un peu toutes les plaies qu'il y a là avant de revenir en 1e division. Par la 1e division, on ne vient pas pour régler les problèmes. Hein. En 1e division, c'est le haut niveau. D'accord, donc pour vous, clairement, ils compromettent leur chance en... Oui, parce que quand tu regardes le jeu même produit, quand tu regardes le jeu produit, c'est encore trop poussif pour vouloir monter. Ils ne peuvent même pas gagner des clubs. Comme en 1e division, il n'y a pas de Plateau FC. Aujourd'hui même, je me demande s'ils croisent le MFC de Mbato, comment ça va se passer? Allez, monsieur Kofi Mathieu, est-ce que vous êtes pas aussi dur? J'ai mal au cœur, mais je souhaite qu'ils profitent de ce petit moment-là pour guérir les quelques maux qu'ils ont au niveau de la gestion, au niveau des supporters, au niveau du jeu même. On change les entraîneurs, c'est pas ça le problème. Il faut laisser un entraîneur, il va bâtir une équipe normale. Donc, vraiment, c'est ma contribution et puis je vous souhaite bonne émission. C'est entendu, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Allez-y. Merci beaucoup. Maintenant, Jean-Baptiste. Allez, Roger, on va suivre ensemble une vidéo. Quand on revient, on continue la discussion. Au terme de ce duel remporté par le club d'Hervé Siaba, Dorgelès Kofi a pu recueillir, bien sûr, les propos des deux coachs, celui de l'Africa et de l'EFIM. On les écoute. On a perdu 3 points. On a mal joué. On a trop d'occasions qu'on ne met pas au fond. On le regrette. Il y a un fait de jeu où il y a une touche pour nous. Et elle devient une touche pour EFIM. Et sur la touche qui est changée par l'arbitre de touche, on prend le but. Donc c'est pas normal. Le prochain match contre Issa Ouazi, on va essayer de prendre les 3 points. J'ai préparé mon match, je savais que je venais pour les 3 points militaires. Mis à part, je venais prendre mes 3 points parce que j'ai vu l'Africa jouer. Je savais sur quoi travailler pour pouvoir les contrer. Mais nous allons travailler, on ne va pas s'arrêter sur cette victoire, nous allons continuer de travailler pour pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes fixés en début de saison. C'est le mental et puis nous, on a des jeunes gens qui jouent au football, qui savent jouer, on a demandé de conserver le ballon. L'Africa a procédé par le long ballon, on est arrivé à gérer la profondeur, voilà comment on les a eu. C'est l'EFIM, hein? Tout le monde sait que c'est l'EFIM. On ira jusqu'au bout. Tout le monde permettez qu'elle puisse savourer la victoire et après je pense qu'on aura le temps de réfléchir pour la suite. Voilà, merci beaucoup à Dorgelès Kofi pour cet élément. Henri Joël, je vais me tourner vers vous avant de prendre la réaction rapide de Roger Stéphane. Oui. Alors, en ce qui concerne la fraîcheur physique, ou peut-être la préparation même au niveau de l'Africa, parce que à des matchs où j'étais au bord du terrain, j'ai eu quand même à échanger avec le staff technique, notamment l'adjoint Mariotti, l'adjoint de Hadj Mohamed, qui me disait que ces joueurs, souvent, en fin de match, étaient essoufflés. Donc, il fallait faire ce travail. Donc, si ils sont partis travailler, ils ont fait peut-être la préparation d'avant-saison, pendant la saison. C'est ça, le drame. C'est pour répondre
a un besoin. Donc il y a problème. Il y avait problème. Donc peut-être à ce niveau-là, ils ont travaillé. Maintenant, pour revenir sur l'effectif, et surtout où mon inquiétude se situe, c'est que pendant la première phase, vous avez Fataki Albey qui était en quelque sorte l'arbre qui cachait un peu la forêt. Parce que lui, en pivot, arrivait souvent à conserver le ballon, permettant aux autres de venir et surtout distribuer afin de marquer des buts. Mais là, son remplaçant qui était là sur ce match n'a véritablement rien montré. Il a perdu tous ses duels. Donc je me pose la question, encore une fois, est-ce que l'Africa, avec l'effectif que j'ai vu et surtout avec ceux que j'ai vus sur le terrain là, va arriver à rivaliser? Pas parce que je ne fais pas confiance en l'équipe, mais en face, vous avez des équipes qui sont plus constantes. Voilà. D'accord. Oui, Roger Stéphane. Oui, maintenant, le résultat qu'on a là, avec tout ce qu'on dit, est-ce que ce n'est pas la partie visible de l'iceberg et qu'il y a peut-être d'autres problèmes en dessous en ce qui concerne cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan? Parce que j'interroge beaucoup de personnes et ça commence à pointer du doigt la gestion du club. Il semble que le président Kouyoté Anassis n'a pas beaucoup de temps et qu'il aurait confié le club à certains collaborateurs qui, pour l'instant, ne donnent pas satisfaction. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais quand on considère tous ces éléments, on peut considérer que oui, notre Africa Sport d'Abidjan ne tourne pas très bien en ce moment et c'est un peu inquiétant. L'autre élément, est-ce que les renforts annoncés, est-ce que les joueurs recrutés sont des joueurs de qualité qui peuvent officier valablement dans cet effectif de l'Africa Sport d'Abidjan? Voilà toutes les interrogations que nous avons sur les lèvres et que nous attendons la suite des événements pour avoir des éléments de réponse. Mais il est évident que ce n'est pas vraiment la grande sérénité à l'Africa Sport d'Abidjan. Allez, notre question LJT de ce soir, avec cette nouvelle défaite, l'Africa a-t-il compromis ses chances de monter en Ligue 1? Eh bien, nous avons tendu notre micro à quelques Ivoiriens dans les rues d'Abidjan. Voilà ce qu'ils pensent. Je pense que l'Africa ne peut pas en Ligue 1 cette année parce qu'avec cette nouvelle défaite, je ne vois pas cette équipe monter en Ligue 1. Et il faut dire aussi que le championnat au niveau de la Ligue 2 est beaucoup plus compliqué avec beaucoup d'équipes. Et l'Africa doit suffisamment se préparer, doit suffisamment se préparer au niveau des entraînements et afin que au niveau de la Ligue 1 puisse être championne et monter en Ligue 1. Je pense que l'Africa a beaucoup joué, ils se sont donnés à fond. Malheureusement, ils ont perdu, mais avec beaucoup de travail acharné, ils pourront arriver en Ligue 1, qu'ils travaillent beaucoup et ils y arriveront. Vraiment, cette nouvelle défaite de l'Africa Sport, vraiment, nous-mêmes, ça nous inquiète. Parce que le football ivoirien est en train de grandir. Et il faut lutter plus pour avoir sa place en Ligue 1. Mais cette nouvelle défaite, Africa, c'est un vieux club. Et nous sommes choqués face à cela. Mais vu que le championnat continue, et là, ils occupent la 4e place, nous espérons qu'ils puissent revenir avec vraiment un effectif dynamique. Mais en tout cas, ces chances sont vraiment réduites. Nous espérons, nous les supporters en tout cas. Mais il faut comprendre le système de fonctionnement du football ivoirien qui est en train de grandir. Donc Africa devrait se revoir et en tout cas être à la tête de la 2e division afin d'assurer sa place surtout en Ligue 1. Alors oui, je pense que l'Africa Sport va remonter en Ligue professionnelle, c'est-à-dire en Ligue 1. Car à bien y voir, si on voit les exploits qu'ont pu réaliser le Real Madrid la saison dernière, je crois que cette équipe-là aussi a des qualités. Et s'ils ont le soutien du public, je crois qu'ils pourront. Et franchement, je les apporte mon soutien. Pour moi, tout est une question de mentalité. Alors, s'ils ont la volonté, l'enthousiasme, la détermination de monter en Ligue 1, alors je crois qu'ils arriveront. Africa Sport, on est ensemble. Concernant cette nouvelle défaite de l'Africa, je pense que ça va être un peu difficile pour eux, vu que vraiment, dans l'élite du football ivoirien, ce club a beaucoup marqué. Mais juste aujourd'hui, il n'arrive même pas peut-être à être en tête même du championnat de la 2e division. Quand c'est comme ça, vraiment, c'est compliqué. Je pense que les échéances à venir, on va essayer de voir avant de se prononcer sur cette question. Mais pour moi, je crois que l'Africa, vraiment, ses chances même de remonter sont très minces pour cette année. C'est ce que j'aimerais dire et puis c'est ce que je crois.
Allez, sur la page Facebook de la 3, Ahmed Binaté écrit ceci. L'Africa Sport d'Abidjan compromet ses chances de monter dans l'élite ivoirienne avec cette nouvelle défaite car ce club éprouve énormément de difficultés dans tous ses démembrements. Sans toutefois rabaisser les joueurs actuels du club, je pense qu'une montée de l'Africa passe nécessairement par un recrutement de qualité et un toilettage complet du club. Henri Joël. En termes de gestion, Roger Stéphane avait évoqué peut-être l'absence du président Kouyotenassis, c'est que hier, Doré Lassina, l'ancien président, était au stade aux côtés de Maître Zébé. Donc je me dis à ce niveau, normalement, il y a quelque chose de bien qui se passe parce que même si le président Kouyotenassis n'est pas là, vous avez un ancien président qui est là et qui souvent apporte quelque chose à l'équipe. D'accord. Donc je ne sais pas si c'est à ce niveau-là que le problème se trouve, mais moi j'ai déjà ciblé un peu ce qui ne fonctionne pas. D'accord. En jetant un regard dans la poule B avec Iska qui a pris les commandes après avoir dominé l'AS Tanda. Alors cette équipe a-t-elle au coffre pour monter en Ligue 1 ? Là encore, parce que c'était le match avant celui de l'Africa. Un très bon match au début entre Iska et Tanda, sauf que quand Tanda obtient, parce qu'il y avait 1-1, Tanda a obtenu le carton rouge, un carton rouge qui l'a fait jouer à 10, presque le reste, je dirais 15 minutes de la fin de la première partie et surtout le reste de la deuxième partie. Donc ça a facilité un peu la tâche à cette équipe de Iska. On ne va pas enlever le victoire, mais c'est une équipe quand même où il y a des jeunes et surtout il y a des anciens de Ligue 1 qui sont dans cette équipe, donc des joueurs qui maîtrisent très bien, je dirais, l'espace du Robert Champeau de Macquarie, comme le disait quelqu'un qui connaît très bien les raccourcis sur le stade. Donc, c'est une équipe qui a très bien joué et surtout qui a dominé l'AS Tanda. Mais bon, les dirigeants de Tanda, notamment Aka Kwame, étaient très, très mécontents de l'arbitrage et ils l'ont fait savoir, mais bon. On va avoir Carton jaune, Henri Jo, je vous fais signe depuis. Allez, Féru du sport pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Allez, Ballot, Roger Stéphane, Jean-Philippe Ouria, merci beaucoup, messieurs. Allez, on se donne rendez-vous dès demain, vendredi 10 février 2023, première journée de la Ligue des Champions. La CAF, Zamalek, CRB Luzdad à partir de 16h. Voilà, prise d'antenne 15h30, suivi de Raja Casablanca, Viper Sports Club. Match à 19h, prise d'antenne 18h30. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.